Bonjour à toutes et à tous, ici à Paris ou connectés à distance sur Teams. Bienvenue au Hub des Territoires, l'espace d'échange et de collaboration de la Banque des Territoires. Je suis Astrid Gagic, chargée de mission au Hub, et je suis ravie de vous accueillir avec Benoît Lepezan, responsable de projet territoire d'industrie à la Banque des Territoires, pour cette rencontre consacrée à l'ESS comme levier de croissance responsable dans le contexte de la réindustrialisation. Quelle relation entre l'industrie et le secteur de l'ESS? Comment les structures de l'ESS passent à l'échelle industrielle? Quels sont les freins et les leviers au développement de coopération industrielle et à l'augmentation de l'activité de ces structures? Autant de questions que nous allons donc aborder aujourd'hui. Et puis, c'est un sujet fortement attendu puisque vous êtes près de 200 à vous être inscrits aujourd'hui. Avant de démarrer, je voulais vous en dire un tout petit peu plus sur le Hub des Territoires pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Comme vous venez de le voir dans la vidéo, le Hub des Territoires est un dispositif destiné à réunir et à animer l'ensemble des acteurs des territoires. Donc concrètement, qu'est-ce qui s'y passe? Des temps d'échange, de débats, de rencontres, comme celui de cet après-midi, pour nous éclairer, pour inspirer, mieux comprendre les défis actuels et futurs des territoires, mais aussi pour partager des retours d'expérience. Nous sommes convaincus que le croisement des points de vue est indispensable pour trouver les synergies qui vont permettre le passage à l'action. Au Hub, on organise également des ateliers de travail. On y accueille des résidences de start-up, toujours dans un esprit d'ouverture vers les clients et vers les partenaires de la Banque des Territoires. Le Hub existe aujourd'hui depuis un petit peu plus de 3 ans. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près une centaine d'événements qui sont programmés en 2024 sur des sujets très variés, en lien toujours avec le plan stratégique à horizon 2028 de la Banque des Territoires. L'ensemble de nos événements publics sont enregistrés et les replays sont disponibles en ligne sur banquedesterritoires.fr, notamment celui d'une rencontre organisée le 16 mai dernier sur l'efficacité énergétique industrielle qui pourrait donc peut-être vous intéresser. Et bien sûr, celui de cet après-midi sera également disponible dans quelques jours. Et puis, deuxième petit spot de pub, nous organisons également 2 événements au Hub sur l'industrie au second semestre. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit à notre newsletter, je vous invite à le faire. Elle est mensuelle, elle ne vous spammera pas trop, pour ne rien manquer de notre programmation. Enfin, je tiens à remercier tous les intervenants et participants présents cet après-midi. Et maintenant, sans plus tarder, je laisse la parole à Benoît. Merci à tous. Merci Astrid. Donc, vous avez devant vous l'équipe projet de la direction d'investissement qui a suivi cette étude ESS Industrie. Peut-être vous dire quelques mots sur pourquoi on a voulu lancer cette étude. BPI a mené un travail colossal en partenariat avec la Banque des Territoires sur comment gagner la bataille de la réindustrialisation, quel lien entre industrie et territoire. Et cette étude, en fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'il faut faire feu de tout bois. Pour atteindre 12% de PIB à horizon 2035, aujourd'hui, l'industrie représente 9,7% du PIB, il faudra une augmentation de la valeur ajoutée de la production industrielle de 3,5% par an. Et il faudra la création de 600 à 800 000 emplois nets à horizon 2035. C'est pour ça qu'on a voulu voir identifier quel rôle pouvait jouer l'économie sociale et solidaire justement dans cet objectif de réindustrialisation. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a un foisonnement d'initiatives locales. On peut voir qu'il y a énormément de liens existants entre industrie et ESS. Néanmoins, ce qu'on a pu aussi constater, remarquer, c'est qu'il y a assez peu de littérature sur le sujet et que peu d'acteurs se placent sur ce croisement entre industrie et ESS. Alors, je n'avais pas forcément en tête le chiffre de 200 inscrits, mais aussi ce qui nous a poussé à aller sur cette étude, c'est aussi nos directions régionales, qui, et quelques-unes sont représentées dans la salle et en ligne, qui voient justement plein de projets locaux avec des besoins de passage à l'échelle industrielle et qui nous ont poussé à défricher ce sujet-là, sur lequel on a vraiment la conviction que c'est un sujet de développement fort de nos 2 axes, que ce soit ESS et industrie. Je te passe la parole, Camille. Merci. Comme l'a dit Benoît, donc l'idée de cette étude, c'était aussi de
de réaffirmer l'engagement de la Banque des Territoires, d'une part en faveur de l'industrie et d'autre part en faveur de l'ESS, qu'on considère comme un levier de croissance durable. La synthèse des travaux qui ont été menés depuis le début de l'année est disponible en format papier au fond de la salle et est déjà publiée en ligne sur le site de la Banque des Territoires. On souhaite que sa diffusion soit large et notamment à l'échelle des régions pour que les acteurs locaux puissent s'emparer des résultats et que ça puisse nourrir les actions et les réflexions qui sont conduites. On tient également à remercier les partenaires qui ont travaillé avec nous sur l'étude, donc ESS France et Intercommunalité de France qui sont présents aujourd'hui et qu'on remercie pour leur participation à nos travaux. Également, dans les remerciements, on remercie surtout nos cabinets prestataires qui ont réalisé un travail incroyable. En fait, quand on a démarré l'étude, on s'est vite rendu compte qu'il y avait très peu de littérature sur ces liens entre l'industrie et l'ESS. Et donc, ils sont partis de zéro. Ils ont mené énormément d'entretiens, presque 80. Voilà. Donc, je pense que ça a dépassé la dimension qu'ils imaginaient au démarrage. Et tout ça pour aboutir en partie sur cette synthèse et puis d'autres travaux à venir plus complets. Voilà. Et donc, du coup, je laisse la parole à Sébastien pour démarrer sur le panorama des structures de l'ESS dans l'industrie. Bien, merci à vous. Donc, enchanté, moi c'est Sébastien Lévrier, je suis directeur associé de l'agence Les Petites Rivières, qui est une entreprise de l'ESS de conseil en économie solidaire et circulaire. Et je laisserai tout à l'heure Rémi se présenter de l'agence Verton aussi, qui a mené cette étude. On a Finetic et Mencia également, on avait répondu à cette étude en groupement. Pour commencer, effectivement, comme ça a été dit en introduction, peu de littérature sur le sujet, peu de chiffres clés. Donc le premier travail a surtout consisté à réaliser un état des lieux. Et quoi de mieux pour présenter un état des lieux que de vous proposer un quiz pour répondre à quelques questions et vous donner quelques repères avant de pouvoir présenter quelques expériences inspirantes. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à vous connecter sur le site Kahoot avec vos smartphones. À distance aussi, ça fonctionne très bien. Donc kahoot.it, K-A-H-2-O-T.it. Et on va vous demander le code PIN qui s'affiche aussi sur l'écran. Vous pouvez sur place aussi le scanner, ça fonctionne également. Donc le code PIN, c'est le 929 911, 929 911. Et on va vous demander ensuite un pseudo avant de démarrer la partie. Bon, si ça ne fonctionne pas bien, n'hésitez pas à jouer avec votre voisin. Donc code PIN 929 911 sur kahoot.it, K-A-H-2-O-T.it. Participants. Je pense qu'on va attendre 50 et puis qu'on va pouvoir y aller. Sauf si des gens partent au fur et à mesure. 47. Go ESS. Bon je vous propose de 49. Je vous propose de démarrer 50. Parfait.
Donc les questions vont s'afficher à l'écran et vous aurez des couleurs sur votre téléphone pour répondre aux différentes questions. Première question. Quelles sont les activités industrielles proposées aujourd'hui par les entreprises de l'économie sociale et solidaire? Donc vous allez avoir plusieurs réponses. La fabrication, transformation de produits finis et semi-finis, la sous-traitance industrielle, les activités liées à l'économie circulaire et des services ressources humaines inclusifs. Donc produits semi-finis qui doivent encore faire l'objet d'une transformation et produits finis, ils sont finis. Il y a plus de réponses que d'inscrits, c'est très étrange. Je propose qu'on passe aux résultats. Eh bien, c'était les 4, effectivement, puisque dans notre étude, on a pu effectivement réaliser un certain nombre d'entretiens qui nous ont permis de faire une catégorisation. Et je vous propose de regarder quelques exemples juste sur la slide suivante, avec évidemment les scores qui s'affichent. Donc, effectivement, on a des entreprises de l'ESS de fabrication de produits finis, notamment, par exemple, dans l'univers du textile, avec 1083 ou sur le textile Made in France et le groupe Archer sur l'industrie de la chaussure. Des coopératives industrielles comme Eurofence qui dans le Grand Est est spécialisée sur la construction de clôtures métalliques. On a les entreprises de l'ESS qui sont spécialisées sous la sous-traitance, sur la sous-traitance industrielle et qui sont des acteurs historiques notamment du secteur du travail protégé adapté et de l'insertion par l'activité économique. On a APF Entreprise Alsace par exemple qui travaille sur de l'électrotechnique. C'est une des 3 entreprises adaptées de France qui dispose de cette compétence industrielle. L'ANRH, qui est une association qui fédère 15-16 établissements entreprises adaptées et qui a développé récemment un pôle industrie pour justement développer ses activités sur le sujet et qui travaille par exemple sur du reconditionnement et du câblage par exemple, qui est une activité aussi assez historique sur le sujet. API Entreprise, qui est une structure d'insertion du groupe Vitamine T spécialisée sur le textile. Ensuite, on a tout l'univers de l'économie circulaire, par exemple Vesto, qui travaille sur le reconditionnement, la réparation de matériel culinaire, Réparseb, dont je vous parlerai un peu plus tard, Cèdre, qui est une entreprise adaptée sur les déchets, Nouvelle Attitude, même chose, collecte de déchets de bureau, filiale de la Poste. Et puis ensuite, on a voulu intégrer dans notre étude tous les acteurs qui proposent des services RH aux industries, parce que l'industrie est très consommatrice d'intérim notamment. Et donc, on a voulu aussi valoriser le rôle des entreprises de travail temporaire d'insertion et les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification sur lesquels on va revenir sur une des questions suivantes. On passe aux chiffres clés. L'ESS dans l'industrie représente, est-ce que c'est moins de 100 structures? Est-ce que c'est entre 100 et 500, entre 501 et 1000 ou plus de 1000 structures? Alors, ces données sont issues d'un croisement entre les structures appartenant légalement à l'économie sociale et solidaire de la loi ESS, donc coopérative, association, fondation mutuelle et entreprise commerciale de l'ESS, et les codes NAF industriels. Donc c'est un minimum puisque certaines structures n'ont pas de code NAF industrie, mais c'est intéressant d'avoir ce chiffre en tout cas minimum, et c'est effectivement plus de 1000 structures. 1350 pour être exact, et combien voilà, ça représente 0,8% du total des industries. Donc c'est un chiffre qui doit s'améliorer. J'ai donné la réponse en... Alors normalement, il reste 10 personnes qui doivent répondre très rapidement. Eh bien, c'est faux. Mais non, c'est vrai, évidemment.
Elle représente 0,8% du total des entreprises industrielles. Donc effectivement, quand on voit tous les débats sur la réindustrialisation, on voit qu'il y a de quoi faire et faire feu de tout bois, comme tu disais Benoît, pour développer ces structures. Donc 1350 structures, 0,8% des entreprises industrielles. Voilà, c'était la question que j'attendais. En termes d'emploi équivalent temps plein, qu'est-ce que ça représente finalement ces 1350 structures? Est-ce que c'est 43 salariés? Est-ce que c'est 1000? Est-ce que c'est 4300? Est-ce que c'est 43 000? Ou est-ce que c'est 430 000? Eh bien, c'est 43 000 salariés, avec effectivement toujours un minimum par rapport au croisement des codes NAF. Bravo Antoine. Près de 4 ESAT sur 5 ont une activité industrielle. Est-ce que c'est vrai ou faux? Donc là, je rappelle, les ESAT n'ont pas forcément un code NAF industrie. Donc c'est bien l'idée qu'ils développent une activité industrielle. Vrai ou faux? Eh bien, c'est vrai, c'est un chiffre assez impressionnant, mais c'est vrai que historiquement, les ESAT sont beaucoup impliqués sur le secteur industriel. On a donc 4 ESAT sur 5 sur des activités historiques comme le câblage, le reconditionnement, la logistique, mais aussi de plus en plus sur des activités à forte plus-value technique. On a parlé tout à l'heure de l'électrotechnique, sur l'assemblage, la création de faisceaux électriques, par exemple, ou le montage de panneaux photovoltaïques. Et cet exemple, par exemple, en Bretagne, qu'on connaît sous le nom de Bretagne Atelier, mais qui s'est renommé récemment Talendi, et qui développe un pôle industriel, pareil, sur du câblage, du reconditionnement, du faisceau électrique, et notamment dans l'industrie automobile. Les coopératives représentent les 2/3 des structures et effectifs des entreprises industrielles de l'ESS. Eh bien, c'est vrai, c'est un peu toujours vrai dans ce quiz. On a pu avoir des chiffres de la Confédération Générale des SCOP, qu'on remercie pour l'étude qu'elle a pu nous procurer, qui dénombre 4500 sociétés coopératives de manière générale, dont 569 coopératives industrielles, qui représentent 12 000 salariés. Ce qui est intéressant de savoir, et ce sur quoi on a pu capitaliser aussi, c'est l'existence d'une fédération spécifique, la Fédération des SCOP de l'industrie, qui fédère des acteurs dans la métallurgie, la plasturgie, l'agroalimentaire notamment, mais aussi le verre par exemple, et qui compte donc 380 acteurs. Donc c'est un mouvement assez important. Le nombre de salariés aussi s'explique par le fait qu'on a des toutes petites coopératives, mais on a des très grandes coopératives aussi. Et je vous propose de passer à la suite. Donc voilà, c'était juste la répartition que vous pourrez retrouver dans le livret. Maintenant, on a vu le secteur adapté protégé. Combien de structures d'insertion maintenant sont impliquées dans des activités industrielles? Est-ce que c'est moins de 300? Est-ce que c'est entre 301 et 600? Est-ce que c'est entre 601 et 999? Ou est-ce que c'est plus de 1000? Eh bien, c'est effectivement entre 601 et 999, puisque c'est 667 sur les 3774 SIAE hors association intermédiaire qu'on peut compter en France. Ces chiffres, cette fois, sont issus de l'analyse du marché de l'inclusion, qui est donc la plateforme de référencement des acteurs du handicap et de l'insertion. On a appliqué des filtres par secteur d'activité qui représentaient des secteurs industriels, donc une trentaine de filtres, comme par exemple la transformation alimentaire, le recyclage,
recyclage, la gestion des déchets, blanchisserie industrielle, etc., etc. Donc on a retenu 34 secteurs pour isoler ces chiffres, à la fois du secteur adapté et protégé et de l'insertion dont on vient de parler. Tous les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, les fameux GEC, ont une activité industrielle. Donc les GEC qui travaillent sur des contrats d'alternance, notamment en professionnalisation, et qui sont assimilés à l'insertion par l'activité économique. Donc tous les GEC proposent des activités industrielles. Eh bien non, cette fois c'est faux. Il y a des GEC généralistes qui travaillent par exemple sur le BTP, qui peuvent avoir une activité industrielle aussi, mais c'est pas forcément obligatoire. Surtout la donnée qu'on voulait valoriser ici, c'est que sur les 206 GEC existants, il y en a 17 qui sont vraiment créés sur une activité industrielle, donc des GEC industrie qui rassemblent les grands industriels d'un territoire donné pour travailler donc sur des contrats de professionnalisation. Vous avez un peu le récapitulatif des chiffres que vous allez pouvoir retrouver également dans l'étude. Et je vous propose qu'on passe à la question suivante. La question suivante qui est la dernière et qui va permettre d'ouvrir les témoignages concrets juste après. Que vous inspire la thématique des coopérations entre industrie conventionnelle, industrie classique, grands groupes industriels et entreprises de l'ESS du secteur industriel? Vous avez un petit peu plus de temps pour proposer une phrase clé, un mot-clé qui vous semble représenter cette thématique des coopérations de votre point de vue et de ce que vous en connaissez aujourd'hui. Il reste 45 secondes. Et donc, nous allons découvrir dans quelques instants le fruit de votre réflexion. Ah, les tout derniers, c'est maintenant. Voilà, je vous propose de cliquer sur « Afficher le média ». Ah non, afficher les réponses. Voilà, donc beaucoup de thématiques, transition écologique, innovation, réindustrialisation plus juste et solidaire, qui est l'objet justement de l'étude qu'on a pu mener. Complémentarité, on va avoir des exemples très concrets, économie nouvelle, territoriale, opportunité, développement local, gagnant-gagnant. Ces coopérations sont insuffisantes et c'est bien pour ça que l'étude a été menée pour voir ce qu'il existe et comment aller un peu plus loin sur ces sujets. Pas assez exploré mais prometteur, emploi qui apporte du sens, PTCE cluster, on y reviendra aussi tout à l'heure, et plus fort ensemble, on va finir sur ça. Merci à tous de votre participation au quiz. Peut-être un petit podium pour... voilà. Antoine en troisième, Emma en deuxième, et attention... David en premier. Eh bien, je vous propose qu'on passe à la suite. Donc, effectivement, avant de vous présenter l'étude et les freins et les solutions qu'on a pu identifier, on voulait d'abord donner la place aux acteurs terrain qu'on a pu interviewer et commencer par Valo pour nous présenter justement sur la thématique de l'économie circulaire, ce qu'on peut faire sur une activité industrielle. Eh bien, bonjour à tous les deux. Donc Philippe, est-ce que vous pouvez nous présenter déjà les activités de Valo et puis ensuite nous présenter le partenariat qui vous lie à Suez Recyclage et Valorisation France avec Franck Maillet. Ça marche. Bonsoir à toutes et tous. Donc Valo, c'est
C'est un historique de l'économie circulaire qui s'est développé après autour de 5 métiers différents. Donc, partant de l'économie circulaire, on a développé également des activités dans la propreté et les services, l'intérim, l'ingénierie, la formation et le conseil. Et plus récemment, on a des cafés, des restaurants. La plupart des entreprises du groupe sont conventionnées avec l'État, entreprises d'insertion, entreprises de travail temporaire d'insertion, et plus récemment, entreprises d'insertion par le travail indépendant. Vous pouvez changer de slide si vous voulez. Donc, la stratégie du groupe Valo, outre une stratégie sectorielle qu'on va un peu explorer avec Franck tout à l'heure, là, tout de suite, c'est également le changement d'échelle. Donc, on s'est engagé dans une stratégie de changement d'échelle au sortir du Covid, dans le contexte où on considérait qu'avec la loi AGEC et le pacte d'ambition pour l'insertion, il y avait un environnement qui était assez porteur. Et donc, on a investi notamment dans des activités dans l'économie circulaire, mais pas que. Et donc, on a un développement de l'activité. Donc, on est passé, en fait, en plein Covid, on était à 3,8 millions. Là, maintenant, on est avec un budget de 14 millions, voilà, et à peu près 400 équivalents temps plein, principalement sur la Lorraine, avec quelques implants d'agences de travail temporaire d'insertion également dans le Grand Est, et un SMH en Gironde sur des filières spécifiques d'économie circulaire. Donc on a investi environ 3 millions d'euros sur ces dernières années, et principalement dans des outils de tri, de conditionnement de matière et de collecte. Alors, on a toujours considéré que dans notre stratégie, la logique était de rechercher un développement complémentaire avec des grands groupes du déchet, et que les spécialisations que développe Valo constituent une ressource pour ces grands groupes, à la fois en tant qu'activité, mais aussi en termes de partenariat RH, puisqu'on forme, en fait, on qualifie des salariés sur des métiers de l'économie circulaire. Donc, on travaille avec tous les grands groupes du déchet. Donc, j'ai invité Franck parce qu'il est juste à côté de chez nous, puis qu'on a une histoire longue avec Suez. Mais on travaille aussi avec Veolia, un groupe régional du Grand Est qui s'appelle Schroll, également, et d'autres de Richebourg, enfin plein d'autres entreprises du déchet, soit en co-traitance, soit en sous-traitance. Voilà, Franck, peut-être tu peux t'exprimer sur le partenariat, là, notamment l'histoire de notre partenariat. Oui, l'histoire du partenariat avec le groupe Valo date de 1998. Et c'est tout d'abord avec des activités de tri sur les chaînes de valorisation issues de la collecte sélective sur FAMEC, pour lequel on a démarré ce partenariat il y a déjà donc de nombreuses années. Et puis, C'était 2000, je crois que c'est 2000. C'était 2000, hein, puisque C'est le ça. centre, effectivement, est apparu en 1998 dans le territoire nord-lorrain. Et ensuite, on a diversifié ce partenariat autour des développements et des activités, ou également du groupe Valo, qu'on a parfois aussi suscité, entre guillemets, la motivation autour du transport, mais aussi autour de l'intérim, et puis pour des opérations un peu plus spécifiques et techniques sur la complémentarité des activités en termes de tri aussi, comme par exemple le démantèlement ou en tout cas la valorisation des huisseries, ou encore aujourd'hui avec la loi AGEC, l'opportunité d'aller valoriser sous un angle matière aussi les différents plastiques que le groupe Valo sait également revaloriser, avec un partenariat in fine sur nos services de trading de différentes matériaux et flux, et puis Voilà. également d'autres activités. L'idée, c'était pour nous de travailler en fait sur les problématiques de valorisation des déchets des collectivités, notamment. Donc, principalement les bas de quai de déchetterie, où on a des bennes tout venant avec des valorisations insuffisantes. Donc, on avait lancé en premier la filière de démantèlement d'huisseries en fin de vie. En fait, c'était déjà une histoire avec Suez, hein, parce que Suez avait bossé sur le sujet, et nous, on a repris le bébé à un moment donné dans l'histoire. Et donc, on a déployé cette filière en Grand Est. On a été accompagné, on est partenaire, on a un fort partenariat avec
l'agence Utopreneur, hein, que peut-être certains parmi vous connaissent, qui fait du développement. On a donc un fort partenariat et on a donc créé la franchise Recif qu'on a essaimé, ou pour lesquelles on a essaimé des plateformes dans toute la France sur ce démantèlement des huissiers en fin de vie. Donc là, on bosse avec Franck, en tout cas le groupe Suez ou Veolia par exemple, qui en fait se positionnent pas en concurrence contre nous sur ces activités-là, et donc on peut être co-traitant sur des marchés ou sur des réponses à des appels d'offres d'éco-organismes. Voilà, aujourd'hui dans les problématiques de préparation de combustible de solides de récupération, on considère qu'il est nécessaire en fait qu'il n'y ait pas de matière plastique sur ces filières-là. Et par ailleurs, le polystyrène expansé, c'est un problème dans les bennes de déchetterie. Donc nous, on a proposé d'offrir des solutions de collecte séparative, de tri de ces matières, de manière à ce que les grands groupes qui se positionnent plus sur les filières de combustible de solides de récupération aient la capacité en fait d'avoir des flux exempts de ces matières. Donc nous, on contracte avec les collectivités de notre côté, mais on répond aussi à des marchés avec les grands groupes, c'est souvent en co-traitance, souvent en sous-traitance, sur des lots spécifiques, sur les filières qui nous intéressent principalement. Tu voudrais dire un mot là-dessus, peut-être Franck, sur ces Oui, tout à filières fait, parce que industrielles? c'est tout à fait en lien avec la loi de transition écologique, avec la complémentarité de nos activités. Un groupe comme Suez aujourd'hui investit énormément sur des outils dont les impacts sont relativement importants, et également en termes d'investissement économique. Et la réactivité d'une ESS, comme d'ailleurs le groupe Valo, puisque dans ce territoire, on travaille depuis de nombreuses années, comme je l'ai expliqué tout à l'heure ensemble, il y a une adaptation, une flexibilité que parfois le grand groupe ne dispose pas. J'entends par là une demande d'une collectivité, voire même d'un segment d'activité issu des déchets des entreprises, où le Valo peut très bien réagir assez vite avec des véhicules plutôt légers, ou encore sur des dossiers où il faut démotoriser au-delà de décarboner. Et là, on a une réactivité beaucoup plus, je dirais, sereine avec le groupe Valo. Alors déjà parce qu'on se connaît depuis longtemps, forcément, donc ça va plus vite, mais surtout parce que tout le monde se connaît bien et que nos priorités ou nos segmentations sont bien spécifiques. Donc les stratégies d'entreprise sont assez complémentaires entre les deux entités, et on croit notamment, puisque on a une vraie valeur ajoutée en tant que partenaire, au-delà du travail amont, ou en tout cas de la collecte amont que peut produire le producteur de déchets, jusqu'à la valorisation optimisée. C'est la raison pour laquelle on arrive à tendre vers le 100% de valorisation, entre le moyen de collecte que le groupe Valo peut mettre à disposition sur certaines collectivités d'envergure, et également sur des zones urbaines où nos camions n'accèdent pas forcément, et également sur la valorisation, également in fine, de tous les refus que le groupe Valo peut ne pas, ou en tout cas n'est pas en capacité de valoriser. Et là, le groupe Suez revient en partenariat en sens inverse sur ces sujets en question, ce qui fait que on respecte ensemble déjà la réindustrialisation raisonnée dans un territoire déjà historiquement qui a connu de belles industries, mais aussi sur la hiérarchie du tri et de la valorisation qui est totalement respectée par rapport à la réglementation qui en est attendue, voire même au-delà. Donc on Voilà, peut réellement se dire qu'on va plus loin ensemble que seul un peu trop vite. En fait, par exemple, on a bien discuté et travaillé sur la question de la filière de gestion des biodéchets. Donc nous, on a travaillé en fait la chaîne de valeur. On s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas investir sur les installations industrielles lourdes telles que le déconditionnement, l'hygiénisation ou la méthanisation, et qu'on n'avait pas non plus vocation à monter une filière de collecte avec des bennes à ordures étanches. Donc on a vite travaillé avec Suez pour dire que nous, on pouvait être le maillon intéressant sur cette nouvelle filière, qui était celui d'aller chercher des petits flux de centre-ville. Et là, donc, on investit donc sur des véhicules électriques, donc pour avoir des modes doux de collecte en décarboné dans les centres-villes. Alors on le travaille, alors on l'a travaillé avec Veolia à Nancy, on le travaille maintenant avec Suez plutôt sur Metz, mais également Suez est capable, lui, d'investir dans des outils de déconditionnement et de méthanisation, ce qui fait qu'on est vraiment totalement complémentaires et qu'on peut travailler de concert.
Puis également, comme c'est indiqué, il y a un réseau d'entreprises qui existe depuis les années 90 sur ce bassin nord-lorrain qui, justement, avec le groupe Valo et le groupe Suez, autour de grands donneurs d'ordre, nous avons la possibilité également de se réunir sur les enjeux industriels d'un territoire qui permettent également de mieux conjuguer les stratégies, mais aussi de s'adapter par rapport à l'industrie d'aujourd'hui et de demain. Je ne sais pas si tu veux parler de la zone industrielle bas carbone également, Philippe. Ouais, si, je vais rebondir juste là-dessus. Enfin, historiquement, donc en 2015, on a été lauréat de l'appel à projet sur les pôles territoriaux de coopération économique et on a développé une animation en écologie industrielle et territoriale. Et on a abouti donc récemment à travailler ensemble avec Suez et notamment Franck sur de la valorisation de chaleur fatale. Et ça nous a permis en fait de fédérer les industriels du territoire pour bosser ensuite sur un appel à projet de l'ADEME qui s'appelle Zone industrielle bas carbone. Donc là, on réussit en fait à obtenir ce qu'on cherchait, en fait, ce qui est toujours un peu long, hein, c'est le fait que une structure de l'économie sociale et solidaire comme la nôtre, un groupe en fait, puisse travailler avec des industriels qui ont des dimensions importantes pour structurer un territoire, pour faire du développement territorial durable, ce qui est l'essence même des pôles territoriaux de coopération économique. Et comme Franck est président du club d'entreprise régional, dans lequel je suis aussi élu au bureau, bah, on a une caisse de résonance qui nous donne de la puissance, en fait, pour entraîner, parce que il en faut, c'est pas si simple, hein, voilà, d'impacter un territoire et de l'emmener sur une route d'une industrie plus durable. Voilà. Donc c'est un peu un enjeu aussi sociétal qu'on poursuit ensemble. Voilà, ben, on a fini notre Merci. présentation si vous avez des questions. Exactement. Merci à tous les deux pour ce témoignage. On voit qu'il y a beaucoup d'interactions possibles en co-traitance, sous-traitance et même en pôle de coopération. Est-ce que dans la salle ou en ligne, il y a peut-être des questions ? Je me fais la voix des personnes qui sont à distance. On a une question. Quelle répartition de la valeur ajoutée et quelle rentabilité correspondante entre les deux types de structures partenaires ? Bah, je veux bien répondre en fait, parce que souvent on a cette idée de l'entreprise d'insertion sous-traitante est exploitée par le donneur d'ordre. En fait, ça fonctionne pas vraiment comme ça. Bon, déjà on fait des estimations et on devise comme des entreprises normales, comme des PME. Et donc, quand on répond à des marchés à plusieurs, enfin, notamment avec Suez, on répond avec nos prix. Alors, quelquefois, quand on est d'accord de se mettre en position de conquérir et de casser un peu du prix pour remporter les marchés, on le fera ensemble. Mais la question, elle est pas que l'entreprise d'insertion ou l'entreprise de l'ESS se cantonne à des activités à faible marge. C'est une impartition de compétences, en fait, en fonction de certaines spécificités. Alors, c'est vrai que nous, on obtiendra sans doute qu'on aura une productivité du travail plus faible parce qu'on sera plus sur des activités à forte intensité main-d'œuvre et moins mécanisées. Parfois, pas toujours, hein, je ne veux pas faire de généralité. Mais sinon, enfin, on devise comme on veut. Nous, notre stratégie, ça a été toujours de développer notre propre filière pour ne pas être un simple sous-traitant. Et donc, d'avoir une légitimité vis-à-vis de nos donneurs d'ordre industriels, donc les grands groupes du déchet notamment, parce qu'on est capable d'opérer nous-mêmes. Donc, ça nous permet d'avoir une forme d'autonomie stratégique. Et ensuite, quand on discute ensemble, on discute entre opérateurs d'un système, d'un écosystème qu'on connaît chacun. Voilà. On peut peut-être réagir là-dessus, mais Oui, non, mais je suis totalement d'accord. C'est-à-dire, c'est comme n'importe quelle autre relation fournisseur ou client, c'est-à-dire, ben, tout simplement, on prend le coût de revient horaire de chacun qui est exposé avec ben, la rentabilité qu'il en attend, et il n'y a pas comment dirais-je, de, de partenaires qui pourraient se retrouver lésés sur un sujet parce que
on a décidé d'aller chercher une activité d'une entreprise qui bénéficie d'un business model un peu différent d'une entreprise traditionnelle. En fait, c'est surtout la valeur ajoutée réside dans une stratégie qui est complémentaire entre les deux partenaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, comme j'expliquais tout à l'heure, on investit sur des outils industriels de taille assez conséquente chez Suez, notamment sur la valorisation du biodéchet, mais également sur la valorisation énergétique, pour correspondre à la diminution, si vous préférez, du traitement dit ultime des déchets. Et là où on consacre aujourd'hui davantage d'investissements sur des unités industrielles qui sont différentes de par le passé, qui ont été assez connues, que sont les unités de valorisation énergétique ou encore l'enfouissement, par exemple, on décide d'être un peu moins présent sur des segments d'activité de collecte à l'amont, ce qui fait que aujourd'hui on a besoin de partenaires, de sous-traitants transporteurs, de groupes Valo, comme d'ailleurs aussi d'entreprises qui ne sont pas forcément des ESS, mais de taille plutôt moyenne ou petite, et ce qui permet de faire vivre également un bassin d'emploi et également un bassin économique où l'économie circulaire finalement rayonne de mieux en mieux. Voilà, c'est ce que j'aurais envie de compléter derrière ce que dit Philippe, avec qui je suis totalement d'accord, et donc la valeur ajoutée, elle est vraiment égale des deux côtés. Merci. Est-ce qu'il y avait une autre question? Eh bien, c'est parfait. Ça tombe bien. On est pile dans le timing. Merci à tous les deux d'avoir pris ce temps pour nous parler, sachant qu'ils sont tous les deux en déplacement, donc c'était un peu difficile d'être à Paris. Et pour notre deuxième retour d'expérience, j'appelle Augustin Legoester de Cuisinons nos paysages et qui va intervenir avec Marie Massard, qui est adjoint au maire de Montpellier, sur un autre type de partenariat d'une société industrielle, mais là avec une collectivité. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour. Alors peut-être, Augustin, tu pourrais commencer en nous parlant un peu d'Agriviva et enfin, toute la structuration du groupe, parce que ça va bien au-delà, et puis nous aiguiller un peu sur l'apport fondamental de la ville de Montpellier pour le développement du projet. Bonjour, je m'appelle Augustin, je suis cofondateur d'un projet qui s'appelle Cuisinons nos paysages. Cuisinons nos paysages, c'est un réseau de légumeries-conserveries de proximité. Et donc notre métier, si on passe sur le slide juste d'après pour expliquer ce qu'est une légumerie-conserverie. Une légumerie-conserverie, c'est un atelier de transformation agroalimentaire qui a pour métier de valoriser les produits végétaux. Quand on parle de légumerie, on parle d'un atelier qui transforme des légumes en légumes frais prêts à l'emploi, donc des carottes en carottes râpées. Et quand on parle d'une conserverie, on parle d'un atelier qui va plutôt transformer des produits donc végétaux toujours en produits de longue conservation, et donc plutôt des pois chiches en bocaux de pois chiches. Aujourd'hui, on a repris une première légumerie à Montpellier il y a 2 ans, qui est la première légumerie du réseau, dont on opère le redressement depuis 2 ans. Voilà, pour présenter rapidement ce qu'on fait. Donc c'est la premier atelier d'un futur réseau. Et donc j'interviens aux côtés de Marie Massard, qui représente la ville de Montpellier, partenaire et un des plus gros clients de la légumerie à ce jour. Peut-être justement on peut parler de ça, de vos clients, et donc comment est-ce que vous avez, Marie Massard, comment vous avez pu sélectionner Cuisinons nos paysages, Agriviva dans vos prestataires? Alors nous, on a travaillé avec Agriviva dès sa création. Enfin, moi, j'y étais pas, mais la ville de Montpellier a aidé à l'émergence et la création de la légumerie sur le mine de Montpellier. Le mine, c'est le marché d'intérêt national, c'est le marché de gros. Il se trouve que je suis également présidente du mine, donc j'ai cette double casquette en tant qu'adjointe au maire à la politique alimentaire. Donc je gère notamment la restauration scolaire avec 16 000 repas par jour produits en gestion directe dans une cuisine centrale. Et avec Agriviva, donc on travaillait dès l'origine. Donc c'est vraiment un partenariat
Après, on travaille avec des appels d'offres. On est une collectivité territoriale, donc on est obligé de faire des appels d'offres. Mais si vous voulez, Agriviva, c'est plus qu'un simple fournisseur pour la cuisine centrale. Déjà, nous, c'est énormément de produits. C'est quasi quotidien, enfin au moins plusieurs fois par semaine. Il y a des livraisons de produits. Ça va être les crudités, ça va être les légumes qui vont être découpés, par exemple, pour produire les ratatouilles ou tous les plats transformés qui sont faits à la cuisine centrale. On fait des découpes de fruits aussi. Donc, vraiment, c'est ce travail avec ce fournisseur de lien, puisque nous, d'un point de vue politique, on porte le fait d'avoir une alimentation locale, de qualité, avoir des produits bio. Et donc, pour nous, c'est un acteur de territoire qui est essentiel, puisque ça permet aussi de maintenir une production locale, d'avoir des productions locales, qu'elles soient transformées localement et qu'elles soient mangées localement jusque dans les assiettes des enfants. Donc, on travaille avec eux, par exemple, par de la mise en relation aussi de producteurs. Là, récemment, il y a un producteur de Montpellier qui est venu nous voir en disant, voilà, j'aimerais proposer mes produits. Donc, on a invité Agriviva à venir directement chez le producteur pour essayer de travailler ensemble. Donc, nous, on les met en relation. Ensuite, on fait nos marchés publics. Après, ils répondent ou pas. Mais voilà, c'est vraiment un travail de longue haleine. On peut les mettre en relation aussi avec d'autres organismes, d'autres collectivités territoriales. Récemment, par exemple, avec l'hôpital. Parce que l'hôpital, dans ses marchés publics, faisait des marchés beaucoup trop gros et Agriviva ne pouvait pas répondre parce qu'il ne répondait que sur ce qu'on appelle la 4e gamme. Donc, nous proposons aussi des marchés publics pour lesquels ils puissent avoir la possibilité de répondre. Donc, on sectorise nos marchés publics pour que chaque entreprise locale puisse y répondre. Dans ce partenariat, on les a inclus aussi, on a inclus Agriviva, on a mis en place un comité de suivi de la restauration scolaire avec tout un tas de partenaires, notamment des parents d'élèves, des enseignants, des chercheurs, des producteurs, et on a inclus Agriviva, donc ils participent aussi à nos échanges, à nos réflexions, à nos discussions sur nos politiques de restauration scolaire. Donc voilà quelques exemples de partenariats. Là, on va développer aussi de plus en plus l'introduction des légumineuses dans la restauration scolaire, puisqu'on réduit progressivement notre consommation de viande. Donc, on va aussi travailler avec Agriviva pour qu'ils puissent nous fournir des produits, des légumineuses qui soient transformées ou en boîte. Donc, on travaille avec eux là-dessus. Et après, sur le volet mine, puisque c'est une entreprise qui est implantée sur le marché d'intérêt national. Donc là, dans ce cadre-là, ils sont locataires des bâtiments. On va aussi travailler avec eux. On fait régulièrement des visites pour montrer aussi l'exemple de cette entreprise qui est une entreprise importante sur le marché d'intérêt national. Mais aussi, on va faire des investissements éventuellement pour des possibilités d'agrandissement de l'entreprise ou s'il y a des investissements à faire. Donc voilà, c'est vraiment des échanges et pour nous, je nous considère dans un niveau équivalent pour favoriser cette alimentation locale de qualité avec cette entreprise qui est en entreprise d'insertion. Donc pour nous, en tant que collectivité territoriale, c'est important aussi de travailler avec des réseaux d'entreprises de l'économie sociale et solidaire. Merci beaucoup. Augustin, dans ce changement d'échelle que vous prévoyez, donc avec l'appui notamment des collectivités, vous avez aussi structuré une holding pour mutualiser les fonctions support. Peut-être qu'on peut en parler un peu aujourd'hui pour montrer un peu comment on peut mutualiser les ressources. Oui. Si on peut mettre le slide sur ce qu'on mutualise, mais ça fait vraiment partie intégrante du pari que fait Cuisinons nos paysages. Le point de départ qu'on a, c'est celui de dire que les ateliers de transformation de proximité sont indispensables à bien des titres aux nouvelles chaînes alimentaires qu'on a envie de voir émerger. La fragilité de ces ateliers tient essentiellement à leur taille. On parle de PME entre 15 et 30 personnes qui font entre 1 et 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est des ateliers qui travaillent, qui plus est, sur des produits à faible marge. On est sur du végétal, sur du légume, donc pas les produits les mieux valorisés. C'est des ateliers qui ont du mal à se payer, notamment toutes les fonctions support dont elles ont besoin pour leur bon développement. Le pari qu'on fait avec Cuisinons nos paysages, c'est de dire que si ces boîtes-là font pas la différence par le jeu traditionnel de l'agro-industrie, à savoir la montée en échelle, la standardisation des produits et des process, elles peuvent faire la différence par la mutualisation des compétences et des fonctions support. Et donc là, vous voyez à l'écran une partie des métiers qu'on mutualise.
On mutualise toutes les fonctions dites de back-office. On mutualise une direction financière, on mutualise une chef de produit qui va bosser sur la culinarité des produits, comment est-ce qu'on accompagne les chefs dans la valorisation des produits végétaux de saison et de leur région. On mutualise une expertise sur la performance industrielle. Typiquement un poste que toutes les légumeries conserveries rêveraient de se payer et ont du mal à se payer. En parallèle de ça, on mutualise des outils. On a la capacité, tout ce qu'on a développé aujourd'hui chez Agriviva peut être mutualisable et peut être réplicable dans un nouvel atelier. Aujourd'hui, on accompagne une deuxième légumerie en périphérie de Strasbourg qui a pu bénéficier de tout le retour d'expérience du boulot qu'on avait mené à Montpellier et donc qui est en train d'accélérer son redressement et son retournement. On mutualise une marque, c'est des ateliers dont la dernière des préoccupations et la dernière place dans l'emploi du temps est dédiée à la valorisation de l'origine locale des produits et la mise en avant de tout le boulot de qualité qui est fait en proximité. Donc Cuisinons nos paysages a aussi vocation à rayonner en tant que marque qu'on appelle multilocale, donc qui a une capacité à porter une voix à l'échelle nationale et en même temps à se répliquer, à se régionaliser en fonction de là où elle s'implante. Et on mutualise du financement. On travaille, c'est un métier qui coûte cher, c'est de l'industrie, donc on est sur des infrastructures qui coûtent entre 2 et 5 millions d'euros dès qu'on s'installe quelque part. Une légumerie isolée a du mal à avoir accès à ce financement. Un réseau de légumeries peut avoir accès à des financeurs plus structurés qui vont avoir un intérêt stratégique pour l'environnement, de la relocalisation, de la démassification de ces filières-là, et qui en même temps va d'une part être assuré par le fait qu'il y a une structure qui appuie le développement, qui encourage le développement, et d'autre part qui va être en capacité de diluer son risque en investissant non pas dans un atelier, mais dans un réseau d'ateliers. Voilà. Merci, Augustin. Est-ce qu'il y a des questions peut-être dans le public ou à distance ? Je me fais à nouveau la porte-parole des personnes à distance. Vous avez déjà commencé à y répondre justement sur l'aspect mutualisation, mais j'ai David L qui demande: plusieurs territoires se sont lancés dans des projets de légumerie-conserverie, mais les modèles économiques peuvent être très compliqués à trouver. Comment vous y êtes-vous parvenu? Est-ce que vous avez des compléments? Oui, il y a beaucoup d'éléments de réponse. Un des prismes d'entrée, c'est la taille des ateliers. Beaucoup d'ateliers sont créés à trop petite échelle et donc intrinsèquement auront du mal ou n'arriveront pas à se pérenniser économiquement. Agriviva, en ordre de grandeur de volume, on parle d'un atelier qui fera cette année 800 tonnes de légumes en 30 et 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Agriviva est toujours pas à l'équilibre économique. On le sera dans quelques mois et la situation est bien plus radieuse qu'elle ne l'était il y a 2 ans quand on a repris la boîte. Mais même à 2 millions, 24 personnes, 800 tonnes, on flirte toujours avec l'équilibre et on situe plutôt l'équilibre autour des 2,5 millions courant d'année prochaine, fin d'année. Donc il y a une vraie question de taille. Et ensuite, la deuxième question, c'est celle de la mutualisation des compétences. Les légumeries conserveries sont trop peu de gens pour faire trop de métiers. Et c'est souvent ce qui pêche. Et donc nous, on a la conviction qu'on peut participer à résoudre cet enjeu-là par la mutualisation. J'ai une nouvelle question qui vient de m'arriver. Les limites de l'ESS. L'investissement n'est pas facile car la rentabilité des capitaux investis est contrainte par rapport à l'autre type d'économie. C'est pas vraiment une question. Oui. Non, oui, effectivement, c'est pas une question, c'est une réalité. Nous, on est en structure SAS. On a, pour tout un tas de raisons, pas fait le choix d'un statut coopératif. C'est pas définitif. C'est des questions qui sont en suspens chez nous, mais notamment pour ce sujet du financement. Il apparaît qu'il est plus compliqué de financer une SIC dans le milieu industriel que de financer une SAS. Donc on a un enjeu de rentabilité pour la pérennisation du modèle. Pour autant, on voit bien quand on parle à certains types d'investisseurs, même des investisseurs dits à impact, que les TRI qu'on est capable de promettre sont complètement décorrélés de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et donc qu'on n'arrivera pas à travailler ensemble. C'est une réalité qu'on accepte, avec laquelle on essaye de jongler, mais c'est certain que le niveau d'ambition qu'on met dans le projet en termes de valeur
fait que les niveaux de rentabilité économique ne seront pas les mêmes que dans d'autres secteurs. Mais c'est le choix qu'on a fait et c'est un choix de société, quoi. Merci pour cette réponse. Encore une question. Dans le même sens de la question précédente, comment avez-vous réussi à atteindre cette taille critique pour lancer le projet et créer ce réseau ? Est-ce que vous pouvez répéter ? Je peux répéter. Comment avez-vous réussi à atteindre cette taille critique dont vous parliez avant comme un des critères de réussite, de stabilisation du modèle pour lancer ce projet et créer ce réseau ? C'est avec et grâce à nos clients. Une légumerie n'est rien sans partenaire. À Montpellier, on travaille avec tout type d'acteurs, privés comme publics. On a commencé, le projet a été initié par les collectivités, par la ville de Montpellier et le département de l'Hérault, qui, il y a une dizaine d'années, avait mené une étude en se posant cette question de serait-il pertinent de relocaliser une partie de nos appros en produits pré-transformés ou issus d'une première transformation? Si oui, lesquels? Ils étaient arrivés assez rapidement sur ce sujet du végétal et donc de la première transformation des légumes. Et donc la ville de Montpellier et le département de l'Hérault ont mis à disposition une cellule sur le mine à destination d'une entreprise privée qui avait la possibilité de venir s'installer. Et donc on a notamment ces deux partenariats, celui avec la ville de Montpellier et celui avec le département de l'Hérault, qui nous ont donné une assise. Je vais dire, dès le premier jour, ce serait un peu embellir la réalité parce que Agriviva a eu 1000 vies et surtout des vies un peu compliquées. Et on est en train de sortir la tête de l'eau. Mais le département et la ville étaient là dès le premier jour avec notamment des volumes garantis. Et c'est avant de s'équiper sur des niveaux d'équipement quasi industriels, 800 tonnes, je ne sais pas si ça parle à certains ou certaines d'entre vous, mais on est vraiment à cheval entre l'industrie et l'artisanat. On a quand même besoin de se mécaniser fortement. Et donc, avant d'investir plusieurs millions d'euros dans du matériel semi-industriel, on est obligé d'avoir des garanties de volume en face. Et les partenaires avec qui on travaille, notamment les collectivités territoriales, ont joué le jeu. Comme le disait Marie Massard, d'une part en donnant de la visibilité sur les volumes, sur les typologies de produits, et ensuite en jouant le jeu dans les marchés publics, et notamment sur l'allotissement, qui est un des gros sujets. Un allotissement trop large, c'est la certitude qu'une petite PME agroalimentaire ne pourra pas répondre. Un allotissement fin, qui demande du boulot, une réflexion filière. Ça fait plus de 10 ans que c'est entamé auprès de la ville et de la métropole de Montpellier. Un allotissement fin permet à des petits acteurs de se positionner et de sécuriser une trajectoire de développement. Merci. Et pour faire suite au constat selon lequel l'investissement est compliqué dans l'ESS, la question c'est comment faites-vous pour attirer des investisseurs ? On trouve un modèle performant, on est en train d'y arriver. À Montpellier, on est confiant sur le fait qu'on arrivera à dégager entre 8 et 10 points d'EBIT dans les 3 prochaines années. Donc ça donnera une structure réellement pérenne et rentable. Ensuite, on diversifie les sources de financement. Aujourd'hui, on est en train de boucler un tour de financement de près de 900 000 euros chez Agriviva, qui est à un tiers de la subvention de la région Occitanie, à un tiers un prêt de la Banque des Territoires Occitanie qu'on a signé aujourd'hui, et à un tiers du capital citoyen. Si vous avez vous-même du capital citoyen à mettre, on est en levée de fonds sur l'ITA en ce moment, donc pour compléter la dernière enveloppe. Donc on diversifie et surtout on s'adresse à des financeurs qui s'intéressent à nos sujets. On n'est pas du tout ouvert à du tout venant en termes de type de financeur, et c'est bien pour ça que je suis ici aujourd'hui pour parler au sein de la Banque des Territoires. C'est que des acteurs comme la Banque des Territoires sont indispensables pour que ce type de projet arrive à se pérenniser, à se développer. Et donc on est ça, c'était l'échelle d'Agriviva. L'échelle de Cuisinons nos paysages, on ouvre une phase de financement de plus conséquente, 10 millions d'euros à la rentrée. Et là-dessus, on sollicite aussi énormément d'acteurs publics, parapublics, que sont la BPI, que sont la Banque des Territoires, et des fonds d'investissement à impact, mais chez qui l'impact passe avant le TRI, ou avant le TRI, ou avant des TRI dignes de start-up tech qu'on n'atteindra jamais.
je coupe la parole de personne là, merci beaucoup. Votre témoignage est absolument passionnant. Je voulais vous poser une question parce que l'expérience que vous retracez, c'est exactement ce qu'ont vécu la plupart des coopératives, des grandes coopératives agricoles il y a 60, 70 ans, en cherchant des débouchés à leurs producteurs qui sont encore aujourd'hui des acteurs coopératifs d'importance. Comment on sent bien que vous avez besoin de vous développer pour atteindre un équilibre, peut-être pas une rentabilité qui va tout exploser, mais un équilibre. Comment vous gérez cette tension entre la limite que vous vous imposez et le besoin quand même de trouver un équilibre parce que vous restez sur des éléments qui sont à faible marge sans que ce soit parce que vous avez fait des choix citoyens, parce que voilà. Est-ce que vous en discutez avec vos parties prenantes? Est-ce que vous arrivez à faire comprendre ça? Je crois comprendre que c'est plus facile de le faire comprendre à la Caisse des dépôts qu'à d'autres. Comment vous gérez cette tension? En termes de financement ou en termes de développement de l'activité En termes de développement et de choix stratégiques, où on s'arrête, jusqu'où on va, comment vous... Parce qu'on sent que c'est quelque chose de sous-jacent. Oui. Pour prendre l'exemple d'Agriviva, qui est la légumerie-conserverie qu'on connaît le mieux aujourd'hui, on situe l'équilibre d'Agriviva aux alentours de 2,5 millions, la pérennité à plus long terme aux alentours de 3,5 millions. On sait que c'est des chiffres qu'on est capable d'atteindre sans tordre aucun de nos partis pris, au contraire. Aujourd'hui, on a 2 marchés publics structurants, celui de la ville de Montpellier, celui du département de l'Hérault. On n'est pas au CHU, on n'est pas au Crous, et on est en discussion avec ces acteurs-là pour voir comment on pourrait travailler ensemble. Donc ça fait deux acteurs assez structurants qui pourraient venir ajouter des grosses briques de 300-400 000 euros annuels dans l'activité. Quand on regarde du côté des sociétés de restauration collective privées, on travaille, donc là on voit le nom de quelques gros acteurs, ils n'y sont pas tous et il en reste. Donc on a ce sujet-là. Et ensuite on a un deuxième sujet qui est celui de la diversification des gammes de produits. On n'atteindra jamais une rentabilité, une pérennité en vendant des carottes râpées, ça génère trop peu de marge. Donc on a un socle d'affaires, un socle de volume qui est généré par ce qu'on appelle les légumes de 4e gamme, donc produits frais pré-transformés. Et on est en train de se développer sur des nouvelles gammes de produits à valeur ajoutée un petit peu plus forte, notamment sur les apports protéiques, sur le travail des légumineuses, comme l'évoquait Marie Massard, avec qui on va commencer à travailler à la ville de Montpellier sur des légumineuses cuites et pré-cuites. On a toute une stratégie à la fois de diversification des gammes de produits, diversification des débouchés, aller chercher des débouchés moins saisonniers que notamment la restauration collective scolaire. On a engagé quelques pilotes avec le GMS, on commence à travailler avec des PME agroalimentaires locales. Donc si je devais résumer le pari, c'est de dire que pour pérenniser une activité comme celle-là, sans commencer à s'étendre trop loin géographiquement, sans commencer à tordre les prix d'achat trop vers le bas, ou sans commencer à importer, etc., si on est petit, qu'on est territorial, on pense qu'on peut l'être, mais il faut qu'on soit partout. Et donc il faut qu'on travaille sur beaucoup de marchés différents, et donc qu'on ait une grosse polyvalence industrielle, et qu'on travaille avec tous les acteurs, et qu'on arrive à travailler avec les petits comme avec les gros. Un témoignage vraiment très inspirant là entre les 2 tables rondes. Merci beaucoup. Marie Massard, je regrette qu'on n'ait pas le temps de creuser plus le sujet de la commande publique parce que ça a été identifié comme un véritable levier et l'allotissement de cette commande est vraiment très très important. Donc j'aurais bien voulu qu'on puisse revenir dessus, mais malheureusement je crois que le temps ne nous le permet pas. Donc je vais laisser la parole à justement Sébastien et Rémi, donc des Petites Rivières et de Verton, qui ont donc travaillé sur l'étude pour nous récapituler un peu les freins et les leviers issus de ces entretiens.
Allô, allô. Bonjour à tous. Rémi Granger du cabinet de conseil Verton. Donc, on a effectivement co-rédigé l'étude au sein de notre groupement avec Mencia Finetti, qui est des petites rivières, qui est représentée par Sébastien. Et on va vous faire un glossaire, une mise en bouche du rapport que vous pourrez retrouver là-bas à la sortie sur à la fois les freins et en face les leviers de développement des structures de l'ESS dans l'industrie. Alors, peut-être pour introduire mon propos et très rapidement, comme le disait Hélène en introduction, on a interrogé plus de 80 acteurs pour vous restituer cette étude. Donc là, on en a simplement une substance. Bien sûr, l'ensemble de ces freins et de ces leviers sont creusés dans le rapport. On a 5 freins principaux. Le premier frein, c'est un sujet d'image et notoriété, en quelque sorte un sujet de méconnaissance mutuelle entre les acteurs industriels de l'économie classique et les structures de l'ESS. D'un côté, on a une idée fausse, côté acteurs de l'économie classique, sur des ESS qui ont peut-être un niveau d'efficacité, un niveau de productivité qui sont en deçà des standards du marché. Ça, c'est la première idée fausse. Et en réciproque, on entend aussi des structures de l'ESS qui nous témoignent voilà, une forme de méfiance vis-à-vis de ces entreprises lucratives. On a aussi, lorsqu'on écoute les acheteurs des industriels, une forme d'omniprésence de sous-traitants historiques qui sont là depuis parfois 5, 15, 10, 15 ans. Et lorsque les appels d'offres sont renouvelés, on ne pense pas forcément aux ESS sur les opérations de sous-traitance parce que quelque part, on a des sous-traitants historiques qui sont déjà bien implantés. Et puis, on a un sujet d'échelle d'intervention. On parlait de la commande publique tout à l'heure. On en parle ici aussi. Quelque part, les structures de l'ESS sont par nature assez implantées au niveau territorial, à un niveau assez local. Et donc, lorsqu'elles se présentent sur des marchés publics qui sont à un niveau national, en fait, bien souvent, elles répondent en groupement. Il y a une forme de méfiance. C'est une directrice RSE d'un grand groupe industriel qui nous disait ça. Il y a une forme de méfiance vis-à-vis de cette myriade d'acteurs ESS qui peuvent être là et confrontés en concurrence à des acteurs nationaux qui sont structurés à un réseau et qui peuvent présenter voilà, plus de fiabilité. Le deuxième frein, un sujet de concurrence, toujours concurrence avec l'industrie plus classique, avec un premier point qui est une capacité d'investissement plus forte, bien évidemment, des acteurs de l'industrie classique, une capacité aussi de jouer sur le levier prix, de tirer les prix vers le bas, qui sont quelque part des arguments en face desquels les ESS ne peuvent pas forcément lutter. Et puis, on a un sujet de cadre législatif aussi qui est encore limité. Je vais prendre un seul exemple pour illustrer mon propos. C'est celui du label Made in France, qui peut être attribué y compris à des structures qui n'ont qu'une partie de leur chaîne de valeur qui est réalisée en France. Et donc, des labels qui finalement ne garantissent pas complètement la mise en avant de structures de l'ESS qui auraient 100% de leur production en France. Un troisième point sur le financement, cette fois, avec ce qu'on a pu entendre de certaines structures de l'ESS, une forme de paradoxe entre la recherche de financement, d'investissement, et puis en face de ça, la non-volonté de voir des investisseurs externes rejoindre la gouvernance de la structure ESS pour conserver une forme de liberté. On a aussi un sujet de méconnaissance des outils de financement, notamment sur les outils de quasi-fonds propres, les titres associatifs et les titres participatifs, parce que les banques classiques n'ont pas forcément tendance à communiquer, à pousser ce genre d'outils sur les structures ESS. Alors, c'est le cas de la Banque des Territoires, bien évidemment, c'est le cas des offres de France Active, du crédit coopératif, et ce n'est pas forcément le cas de la majorité des banques aujourd'hui. Je suis encore... Je me dépêche, j'ai compris le message. Sur l'immobilier. Alors, sur l'immobilier, pour ce qui est des baux, il existe bien sûr les baux sociaux qui peuvent être attribués à des conditions plus préférentielles aux ESS, mais c'est surtout sur le sujet de l'acquisition
de la propriété sur les usines, sur les sites de production, que ça pose problème, avec un double sujet, un sujet de disponibilité du foncier, qui est vrai bien évidemment pas seulement pour les structures de l'ESS, mais plus largement sur l'ensemble des acteurs industriels, mais qui est encore plus vrai sur les structures de l'ESS lorsque les détenteurs du patrimoine en fait, se retrouvent face à plusieurs acteurs et qui ne connaissent pas forcément les structures ESS. Bien évidemment, la préférence ne va pas forcément à ces derniers. Et puis un deuxième sujet, qui est le sujet prix, bien sûr, pour accéder à l'acquisition de ces sites. Un cinquième et dernier frein qu'on avait identifié, encore une fois, il y a plus de détails dans le rapport, mais c'est un sujet autour des ressources humaines. Alors le secteur ESS en termes de RH est très dynamique. Entre 2020 et 2022, on a 81 000 emplois salariés qui se sont créés dans le secteur de l'ESS. Et pour autant, quand on parle d'industrie, on sait qu'on a un sujet sur l'immobilier, on sait qu'on a aussi un sujet sur les compétences. Comment est-ce qu'on attire les talents? Comment est-ce qu'on forme les jeunes et les moins jeunes à rentrer sur ces métiers industriels qui évoluent et qui demandent des compétences de plus en plus pointues. Mais ça pose un sujet pour les ESS, notamment pour les structures d'insertion, qui ont finalement un taux de turnover relativement fort et qui n'ont pas forcément le temps d'aller former, de prendre le temps de former leurs salariés sur des sujets qui nécessitent justement du temps. Et puis peut-être un dernier point, et puis après je passe la parole à Sébastien. Un sujet de tension entre le salaire et le niveau de responsabilité sur les fonctions dirigeantes ou sur les fonctions support stratégiques, avec parfois 1, 2, 3 personnes qui sont sur ces fonctions stratégiques et qui sont sur ces sujets de fidélisation. Genre, un chiffre qui est assez édifiant, c'est un chiffre de la PEC qui date de 2023. Le salaire médian des offres d'emploi cadre dans l'ESS est inférieur de 2 500 € par rapport aux emplois cadres de l'économie traditionnelle. Sébastien, je te passe la main. Eh bien oui, merci. Donc pour répondre à ces freins, on a bien sûr identifié pas mal de solutions ou de recommandations, solutions déjà mises en œuvre ou leviers à étudier. J'aurais des tonnes de choses à vous dire, mais effectivement le temps file, donc je vais faire quelques zooms spécifiques. Peut-être sur la question de la méconnaissance, les coopérations économiques, c'est toujours un peu le même sujet, mais renforcer la place et les coopérations, faciliter les coopérations entre ces acteurs-là, notamment par le biais des collectivités locales qui peuvent organiser de plus en plus de rencontres territoriales entre les acteurs industriels et les acteurs de l'ESS. Les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, qui organisent aussi des rencontres entre acheteurs publics et acheteurs privés, par exemple. On a parlé des pôles territoriaux de coopération économique pour mettre en lien aussi les acteurs et mutualiser un certain nombre de ressources. On voulait citer aussi l'accompagnement que peuvent faire certains réseaux sur le développement de consortiums. C'est le cas de l'UNEA, par exemple, qui avait développé pendant quelques années des consortiums inclusifs sur les filières de l'informatique, du développement du textile également. Et puis on a des programmes d'incubation aussi qui sont co-créés par des incubateurs, des collectivités, des entreprises, à l'image par exemple de Les Boucles en Rhône-Alpes avec Rhône-Alpia et Suez, qui visent à faire émerger des nouveaux fournisseurs dont auront besoin les acteurs industriels dans le développement de leurs projets. Et donc de cette incubation naissent ensuite des coopérations business. Sur promouvoir et adapter les outils de financement existants, on en a déjà un peu parlé dans les questions, mais il y aurait un intérêt à coupler la nécessité du taux de rendement avec une mesure de l'impact social, voir à quelles conditions on peut adapter ce taux de rendement attendu. Favoriser les avances de trésorerie, ça c'est toujours le même problème. La trésorerie dans les acteurs de l'ESS, ça existe sur par exemple les fonds sociaux européens, pourquoi pas un peu plus sur les investissements. Et puis on a eu Valo tout à l'heure qui n'a pas forcément eu le temps de présenter l'ensemble de son organisation, mais il y a de plus en plus de structures qui ont créé des myriades de structures par conventionnement et qui aujourd'hui se rassemblent avec un chapeau tête de file qui est une holding SAS dans laquelle les investisseurs peuvent du coup un peu plus facilement investir que la structure qui était à la base, la structure mère, qui est souvent sous statut coopératif.
Et c'est le cas de Valo et du groupe Archer, par exemple. Sur la question aussi des outils de financement, on a fait un zoom spécifique sur l'étude sur la reprise à la barre du tribunal des entreprises sous forme de SCOP. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, il y a une grosse actualité en Centre-Val de Loire sur une proposition de reprise de Duralex. On devrait avoir la réponse la semaine prochaine, notamment. Donc il y a quand même cet enjeu de reprise à la barre du tribunal des entreprises sous forme de SCOP, avec des collectivités qui abondent le capital social qui est apporté par les salariés, donc notamment des régions, par exemple la région Grand Est, qui a une bourse d'émergence sur le sujet. La reprise à la barre du tribunal, on a l'habitude d'en entendre parler parce que c'est très médiatisé, mais il faut savoir que dans la création de nouvelles SCOP, il y a aussi la transmission saine d'entreprises qui représente 15 à 16% de la création de SCOP annuellement. Et puis, on a aussi la possibilité pour des entreprises classiques de rentrer au capital de structures de l'ESS. On a parlé de Récif tout à l'heure, qui est la filière de recyclage des menuiseries, qu'a intégré et a développé Valo grâce à Utopreneur, et qui a donc donné lieu à cette franchise sociale qui s'appelle Récif, et dans laquelle Saint-Gobain a investi au sein de la SAS pour montrer aussi la collaboration business qui peut y avoir entre les acteurs. Sur la stratégie foncière et immobilière, on a bien sûr les friches industrielles. Comment on fait en sorte que les friches industrielles soient au bénéfice de projets et d'activités d'utilité sociale. Là, le rôle des intercommunalités est très important en termes d'aménagement de nouvelles zones industrielles. On a l'exemple, par exemple, dans l'étude de Grenoble-Alpes Métropole, qui a développé le pôle R, dans lequel est installé aujourd'hui Environalpes et Ulysse, qui ont fondé une coopérative qui s'appelle Fabricanova pour développer des activités d'économie circulaire et solidaire. On s'intéresse bien sûr aux foncières solidaires de plus en plus. Par exemple, Belleville récemment a permis à Envitrap d'accéder à la propriété de ses locaux alors que précédemment il louait, et de baisser d'ailleurs le loyer par la même occasion, créant de fait des marges de manœuvre pour l'investissement au sein de la structure Envie. Et puis il y a l'accompagnement aussi des acteurs de l'ESS sur leur parcours foncier. Je crois que Morgane, justement, avec Splendide, une nouvelle entreprise, enfin pas forcément nouvelle, mais récente entreprise de l'ESS qui accompagne justement tous ces projets d'accompagnement aussi des acteurs de l'ESS dans leur parcours foncier, qui est l'objet donc de foncières solidaires ou d'acteurs de l'accompagnement qui peuvent aussi développer ces sujets. Et puis on a le foncier partagé aussi dans le cadre de l'urbanisme transitoire. Il y a aussi l'AFPA, par exemple, qui a transformé ces lieux en AFPA Village, dans lequel il y a des équipements industriels qui seraient intéressants de plus explorer du côté de l'économie sociale et solidaire. On a ensuite la question des partenariats RH, faire des acteurs de l'ESS des partenaires RH pour les industries. J'y reviens pas forcément, on a beaucoup parlé des GEC et des entreprises de travail temporaire d'insertion. On a aussi, et la Caisse des dépôts est bien placée pour en parler, le soutien à tout ce qui est organisme de formation à impact, puisqu'il y a une doctrine récente qui a été revue aussi sur le sujet, pour voir comment on positionne des salariés, notamment en insertion, bas niveau de qualification, sur des nouveaux métiers. Et ça, c'est par exemple le cas des réparateurs, par exemple. On cherche des milliers de réparateurs aujourd'hui, et on a des nouveaux organismes de formation qui se créent sur le sujet. Et pour finir très rapidement, du coup, c'est un peu le chapeau global de notre étude, c'est ESSiser les filières industrielles, comme ESS France le dit aussi sur d'autres filières. L'objectif, c'est vraiment de montrer comment la filière industrielle peut se développer. On a abondamment parlé des achats responsables, donc je ne vais pas y revenir là-dessus. Il n'y a pas forcément de nouvelles recommandations, parce que tous les outils existent, l'allotissement, les marchés réservés, les clauses sociales, etc. L'objectif, c'est vraiment de mieux en parler et de mieux communiquer. Ce qui est intéressant aussi au-delà des achats responsables, c'est l'éco-socio-conditionnalité des aides versées. Donc c'est quand, par exemple, une région verse des aides économiques aux entreprises classiques, de pouvoir imposer des engagements à ces structures. Il y a notamment la région Île-de-France qui développe une charte en la matière, et la région Nouvelle-Aquitaine qui a revu justement sa doctrine aussi pour imposer des actions de développement durable dans le cadre de l'octroi de ces aides économiques.
Et puis pour finir, la gouvernance plus inclusive, on a un Conseil national de l'industrie, on a des contrats stratégiques de filière, donc voir comment les têtes de réseau de l'ESS pourraient mieux intégrer ces comités de filière pour peser aussi et montrer le poids des acteurs de l'ESS dans ces différentes filières. Et puis peut-être appeler aussi, puisque la Caisse des dépôts travaille aussi sur les territoires d'industrie, appeler à une plus forte collaboration entre les pôles territoriaux de coopération économique et ces territoires d'industrie pour voir les liens et les synergies qui peuvent être créés sur le sujet. Voilà, du coup, quelques exemples pour vous montrer, mais très rapidement, que ça peut aller jusqu'à la co-création d'une entreprise, quand par exemple Groupe SEB et Ares créent Réparseb ensemble pour traiter le reconditionnement et la réparation des produits alimentaires culinaires de la marque. Vitamine T qui travaille par exemple sur des POC avec Leroy Merlin pour faire de la réparation de produits de bricolage et de bricolage. Et APF Entreprise, par exemple, qui collabore depuis plein d'années avec Air France pour le reconditionnement des casques audio dans les avions. Donc ça peut vraiment aller d'une collaboration commerciale structurée à la création d'une structure. Et vous trouverez bien sûr plein d'autres exemples dans l'étude que vous pouvez prendre à l'issue de l'événement. Et du coup, je laisse directement la parole pour la conclusion de l'événement. Absolument, merci beaucoup. Et donc effectivement, l'étude coportée par Intercommunalité de France, et on remercie également ESS France et Région de France d'avoir participé à nos comités consultatifs très activement et d'avoir permis d'identifier d'autres leviers. Et j'appelle Morgane Coquelin de ESS France pour cette conclusion. On a un petit... changement de programme. Charlotte Saurin-Descamps, malheureusement, ne peut pas nous rejoindre. Et c'est Morgane Coquelin qui va faire la conclusion pour ESS France, qui est vice-présidente de ESS France et présidente du réseau des entrepreneurs citoyens. Oui, tout à fait. Merci. Merci. Et merci à ESS France. Donc moi, je suis vice-présidente à la prospective de ESS France. C'est un nouveau mandat et c'est une première intervention. Donc merci de votre confiance et de votre indulgence. C'est toujours difficile les conclusions parce qu'on est un peu à la fin, donc il faut être court, mais en même temps, il faut être un peu efficace. Donc je vais essayer de faire au mieux. Pour vous donner une petite idée, je me suis noté donc 4 mots. Merci. Je me suis noté nouvelle approche, je me suis noté foisonnement et ambition. Voilà, comme ça, je vous garantis une conclusion qui ne sera pas non plus interminable. Donc, merci déjà d'avoir ouvert cette porte sur un sujet qui, moi, m'est très cher et à titre de mes activités professionnelles et du coup, maintenant, sur les questions de mandat. C'est vrai qu'en termes de prospective, on l'a bien vu, l'économie sociale et solidaire et l'industrie, si ce n'était pas intuitif, promet des enjeux qui sont considérables et a connu des évolutions qui sont significatives. Donc merci d'avoir proposé une approche globale du sujet, ce qui me semble plutôt nouveau, et d'avoir associé ESS France et l'Observatoire national de l'ESS au pilotage de cette étude. Sur le plan politique, on peut dire qu'on a eu beaucoup de... à partir des années 70 et même un peu avant, des entreprises de l'ESS qui ont été rachetées par leurs salariés, qui ont permis un premier levier d'industrie de l'ESS, qui a permis beaucoup de belles histoires. Et depuis 10-15 ans, on a une diversification nette des formes d'industrie dans ce qu'on a pu voir aujourd'hui, mais aussi du développement des métiers de la fabrication, notamment chez les acteurs non lucratifs ou à la lucrativité limitée, qui développent d'abord prototypes à petite échelle, puis développent un petit outil productif qui peut parfois devenir grand. Et donc là, on voit depuis une dizaine d'années une évolution très considérable de petites initiatives, on va dire, de territoire, plutôt sous forme associative, notamment dans l'inclusion, etc. Et ça, on a un foisonnement
de très important d'acteurs nouveaux qui sont en train de se transformer, qui sont en levier de transformation. Et donc c'est intéressant de le souligner, d'autant plus que tous ne rentrent pas dans les cases classiques de l'économie industrielle. Donc c'est vrai qu'en ce sens, on a une évolution en cours et une observation à continuer, je pense, sur le plan de l'approche entre l'ESS et l'industrie. Ça a été souligné aussi, on a une ambition à porter, tant sur le développement de ces structures industrielles de l'ESS, mais aussi sur la possibilité de convaincre, de convertir les acteurs de l'économie dite classique à l'économie sociale et solidaire. À titre d'exemple, on a une expérimentation en cours sur le territoire du Calvados qui vise à contacter les industriels du territoire pour leur proposer une démarche d'économie sociale et solidaire. Donc c'était nous-mêmes la première fois qu'on expérimentait ça. Et donc on a appelé dans le dur, comme on dit, une trentaine de dirigeants ou directeurs de sites industriels en leur disant voilà, coucou, on est de l'ESS. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir une approche territoriale, de réfléchir à ce que pourrait être une stratégie de rapprochement avec l'ESS, voire de devenir vous-même une organisation de l'économie sociale et solidaire ou créer des filiales? Ce qui est assez fou, c'est que sur la trentaine d'industries qu'on a contactées, aucune nous a raccroché au nez quand même. Ce qui, dans plein d'autres cas de figure, nous arrive très très fréquemment. Voilà, toutes ont manifesté un intérêt pour ces nouvelles formes de gouvernance, pour cette approche du territoire, pour cette économie du lien et pour cette économie du territoire, sans franchement en connaître les ressorts et les recours. Donc il y a un levier fort dans cette approche, on va dire, de rapprochement, de conversion à l'économie sociale et solidaire, mais il y a aussi un besoin absolument de promouvoir cette nouvelle approche qui répond à la fois à des engagements politiques, citoyens et économiques. On l'a vu cet après-midi. Donc un incroyable foisonnement sur lequel il faut porter une ambition, et donc c'est un peu le discours que SS France a l'ambition aussi de porter, c'est qu'est-ce qu'on attend de l'industrie de l'ESS pour demain, comment est-ce qu'on accompagne ces acteurs, comment est-ce qu'on les accompagne sur les plans financiers, immobiliers, etc., tout ce qui a été proposé, mais aussi comment on les valorise et on en fait la promotion au niveau territorial, au niveau national et aussi au niveau international. C'est vrai que l'Union européenne a proposé, je crois en 2017, un plan qui s'appelle l'Industrial Green Deal, qui doit être après replacé à l'échelle de chaque nation. Et je suis hyper étonnée qu'on n'interroge pas plus l'ESS et que au niveau de l'ambition nationale, on ne s'appuie pas sur l'ESS. Notre structuration de l'ESS en France est très particulière et permet d'avoir des filières, d'avoir des contrats de filières au niveau de l'alimentation, au niveau de l'alimentaire, sur plein de sujets. On a vraiment une capacité très forte de structurer une industrie de proximité et de lien qui est quand même assez unique en Europe. Et donc, je m'étonne que sur cette ambition qui est portée sur l'industrie green à l'échelle de la Commission européenne, la France ne soit pas promotrice d'une figure de proue. En tout cas, sur le volet prospective avec Antoine et avec l'équipe de SS France, c'est des sujets sur lesquels on a évidemment envie de s'atteler parce que les acteurs remontent des initiatives de territoire aujourd'hui et c'est à nous de les appuyer pour qu'elles soient plus connues et qu'elles puissent faire filière et économie responsable. Voilà pour ma conclusion. C'était un très beau mot de la fin, porteur d'espoir et de solutions. Donc, nous sommes ravis. Je vous invite... merci à tous ceux qui ont participé à distance. Et peut-être un petit mot pour Julie, qui nous a beaucoup aidés, et Alexandra, de l'autre côté du continent, de l'océan. Et pour ceux qui sont là et qui ont fait le déplacement, un petit cocktail. Je vous invite à passer de l'autre côté de la salle pour profiter de ce cocktail de la table du Réchaud, donc un autre acteur de l'insertion et de la transition alimentaire. Merci à tous.